Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous à ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International. Au menu de cette édition, une délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo était sur les côtes d'Agbodrafo et d'Aného pour voir l'état d'avancement des travaux du projet de la protection côtière. Le continent africain est confronté depuis quelques années à de fortes inondations dues à des pluies abondantes. La Somalie en a subi la semaine dernière et l'on déplore d'importants dégâts matériels et humains. Également dans cette édition, que pensent les citoyens de l'érosion côtière? La population s'est prononcée sur le sujet, vous le verrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le journal. L'érosion côtière est un phénomène qui retient l'attention de tous en ce moment et qui crée l'inquiétude dans la vie des populations. Pour lutter contre ce phénomène qui découle des changements climatiques, le Togo a lancé depuis septembre 2022 les travaux de protection de nos côtes dans le cadre du projet WACA. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foli-Bazi était sur les côtes d'Aného et d'Agbodrafo pour suivre l'avancement des travaux. Notre équipe de reportage était à ses côtés. Voici le compte rendu d'Alexandra Adekambi. Le ministre Katari Foli-Bazi et sa délégation ont parcouru les sites des travaux de la protection côtière, travaux financés par le West Africa Coastal Areas Programme WACA pour lutter contre l'érosion côtière, la dégradation des sols, les pollutions et bien d'autres conséquences du changement climatique. Au total, 14 épis sur les côtes d'Agbodrafo et d'Aného vont permettre aux populations de ces localités de ne plus être inondées par la mer. Nous avons réalisé au total 14 ouvrages, 7 ouvrages ici au niveau de la zone d'Agbodrafo et 7 ouvrages au niveau de la zone de Aného. Donc ce sont des épis, c'est des ouvrages en enrochement qui ont comme objectif de stabiliser le trait de côte. Ces épis sont espacés de 350 mètres et ensuite rechargés au fait, avec du sable qui vient de la mer au niveau des zones d'empreinte situées au large à 7 km de la côte du Togo et du Bénin. Ça se fait par dragage en mer et le rechargement se fait ici avec la drague au niveau des cellules. Par cellule, nous avons un volume de rechargement d'environ 30 à 40 000 m3 et ça a comme objectif aussi de stabiliser le trait de côte pour une durée de vie de 20 à 30 ans à peu près. Les épis sont conçus pour une vague 50 tonales. Donc ils peuvent assurer une vague qui se produit tous les 50 ans. Donc nous avons une fois les épis et au niveau de la zone d'Aného, nous avons aussi prévu et réalisé un brise-lame. C'est un ouvrage qui est orienté parallèle à la côte, qui joue aussi son rôle de protéger la côte. Ces travaux réalisés par l'entreprise hollandaise Bocalis International sont terminés à 99%. Des digues de sable sont également construites sur la côte d'Aného par la commune des Lacs 1. Ces digues vont empêcher la mer de déborder. Le ministre de tutelle du projet est satisfait des travaux. Il était de notre devoir, après avoir envoyé sur le terrain nos techniciens, que nous venons nous-mêmes pour constater l'état d'évolution de ces travaux-là. C'est vrai qu'au début, les travaux ont eu du mal à commencer, étant donné que dans ce projet-là, les travaux ont été annoncés avant la fin des études. Mais une fois que Madame le Premier ministre est venu faire le lancement, les travaux ont pris de l'envol, les choses se sont passées dans de bonnes conditions et c'est avec satisfaction que nous avons constaté que l'entreprise a pratiquement terminé le travail. On nous le disait, mais nous avons estimé quand même qu'il fallait qu'on vienne pour voir l'état d'avancée des travaux. Au cours de la visite, le ministre et sa délégation se sont rendus au lycée Zola pour un don de sanitaire aux apprenants inclus dans le projet WACA, ce dont va permettre aux élèves d'étudier dans un environnement sain. Cette visite est également marquée par la mise en terre d'un jeune pont sur un espace vert aménagé par le maire de la commune des Lacs 1.
La deuxième édition de la conférence avicole panafricaine organisée par le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires CERSA s'est tenue à Lomé du 16 au 18 mai dernier. Pendant 3 jours, les acteurs de la filière avicole venus d'Afrique et partout dans le monde ont échangé sur comment améliorer la production des volailles à travers plusieurs thématiques. Les détails dans ce commentaire. Placé sous le thème compétitivité et inclusivité de la chaîne de valeur de la filière avicole en Afrique, la deuxième édition de la conférence avicole panafricaine se tient du 16 au 18 mai à l'université de Lomé. Cette conférence est organisée par le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires CERSA en collaboration avec l'Association mondiale des sciences avicoles. Au cours des travaux, plus de 300 acteurs de la filière avicole venant de plusieurs pays africains et du reste du monde discutent sur les défis de la production avicole sur le continent. Les grandes thématiques comme l'environnement et les systèmes de production avicole, l'alimentation et la nutrition, l'économie et la production avicole et autres thématiques sont au cœur des échanges. Cette deuxième édition fait suite à la première qui s'est tenue en 2019. Elle a été suspendue depuis lors par la crise sanitaire du Covid-19. Notons que le CERSA, qui est l'institution organisatrice de cette conférence, est un centre d'excellence de l'université de Lomé. Il vise à contribuer à la sécurité alimentaire à travers le développement de la production des volailles au Togo et en Afrique. Au Cameroun, Eric Tanque, un jeune entrepreneur écologiste, mène la lutte contre la déforestation. Avec du charbon de bois recyclé, il fabrique du gaz vert pour réduire l'utilisation du bois de chauffage et ses dérivés. Suivons cet élément pour plus de précision. Des solutions écologiques sont développées chaque jour pour lutter contre la déforestation. Au Cameroun, Eric Tanque, un jeune entrepreneur, utilise le charbon de bois recyclé pour le transformer en un gaz vert pour la cuisson. Avec un composé de charbon de bois, de plastique et d'autres déchets ménagers, le gaz bio est synthétisé et conditionné dans des bouteilles cylindriques et commercialisé. Cette solution écologique est mise en place pour réduire l'utilisation du charbon de bois et des matières contenant du carbone. Cela a aussi permis d'épargner plusieurs hectares de forêt de la déforestation au Cameroun. Cette initiative apporte des bienfaits à l'environnement et à la santé humaine et des animaux. Uniquement dans la ville de Douala, nous avons à peu près 150 000 tonnes de granulés de charbon qui sont jetés tous les ans. Et si ces 150 000 tonnes jetées tous les ans étaient récupérées, valorisées, on devrait avoir en termes d'hectares, beaucoup d'hectares de forêt qui devront être sauvegardés. Et de l'autre côté, nous avions également un autre objectif qui était celui d'améliorer le cadre et les conditions de vie et de cuisson des femmes qui utilisent du charbon pour les préserver de l'inhalation du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone qui est un réel problème de santé. Une étude du Global Forest Watch affirme que le Cameroun a perdu près de 2 millions de ses hectares de forêt en 20 ans à cause de la déforestation, ce qui équivaut à 5% du total de son couvert végétal. Les principaux facteurs de cette situation sont l'exploitation du bois de chauffage et la conversion des forêts en terres agricoles. L'initiative du gaz vert promue par les écologistes doivent inciter les populations et les pouvoirs publics à plus de responsabilités. Cela va contribuer à la réduction de la déforestation et de fait au changement climatique qui affecte l'environnement. En Somalie, des inondations ont été observées. De fortes pluies se sont abattues la semaine dernière sur tout le pays et ont affecté près de 460 000 personnes selon l'Agence humanitaire des Nations Unies OCHA. Des dizaines de milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur habitation pour chercher des refuges. Les précisions avec Alexandra Adekambi. 22 personnes ont été tuées dans des inondations provoquées par de fortes pluies dans le centre de la Somalie. Le fleuve Chabelle est sorti de son lit, submergeant les routes et les bâtiments de la ville de Beledweyne. D'après les premières estimations, les inondations et les crues soudaines en Somalie ont affecté au moins 460 470 personnes, dont près de 219 000 ont été déplacées de leur domicile et 22 ont été tuées. Les inondations ont détruit les maisons et saccagé les terres agricoles, emporté le bétail, entraîné la fermeture temporaire des écoles et des centres de santé et endommagé les routes. Cette catastrophe fait suite à une sécheresse record qui a laissé des millions de Somaliens au bord de la famine.
Pour nombre d'habitants, les inondations sont malheureusement devenues une épreuve familière alors que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique. L'Afrique de l'Est et centrale souffre souvent de conditions météorologiques extrêmes pendant la saison des pluies. La semaine dernière, plus de 400 personnes ont perdu la vie à la suite de pluies torrentielles, d'inondations et de glissements de terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo. En Tanzanie, un groupe de femmes s'investit dans le l'élevage des abeilles afin de préserver les forêts et de prendre soin de leur famille en période difficile. Cette initiative vient à point nommé avec la sécheresse qui frappe ce pays depuis quelques années. Les détails avec Irène Papadina. La sécheresse récurrente de ces dernières années dans le nord de la Tanzanie a mis à rude épreuve les communautés qui vivent de l'élevage du bétail. Un groupe de femmes Maasai s'est tourné vers la production de miel à partir de ruches situées dans la forêt afin de générer des revenus supplémentaires et de préserver les forêts. Maria Chinini et ses collègues apicultrices Maasai produisent de la fumée nécessaire pour calmer les abeilles et récolter le miel en toute sécurité. Elles ont maintenant 76 ruches sur un terrain communal dans la région d'Archuya. Grâce à cette activité, j'ai acheté 5 chèvres qui produisent du lait pour nous. J'ai aussi acheté un lit et j'ai éduqué mes enfants. On a pu trouver ainsi une solution pour survivre à la famine en période de sécheresse. Cette année, les précipitations ont été moins abondantes que d'habitude dans l'est de la vallée du Rift, près du Kilimanjaro. Des décennies de sécheresse récurrentes dues au changement climatique ont dégradé le paysage et réduit les pâturages disponibles pour le bétail. L'introduction des abeilles est une initiative visant à régénérer le paysage. L'apiculture contribue à la conservation des forêts car elle abrite des plantes que les apiculteurs doivent protéger pour nourrir leur bétail. Lors d'une session de formation, Maria et ses collègues ont appris que la conservation de l'environnement est un élément crucial du soin et de la gestion de leurs abeilles. Aujourd'hui, la Forest and Farm Facility soutient 7 réseaux de petits exploitants, d'agriculteurs et d'éleveurs appelés Forest and Farm Producer Organization à travers la Tanzanie. Grâce à ces diverses activités, près de 68 000 hectares de forêt ont été restaurés depuis 2020. L'Indonésie est un pays très engagé dans la lutte contre la déforestation. On remarque même une avancée significative dans cette lutte depuis quelques années. Mais l'exploitation économique du palmier à huile constitue un frein dans cette lutte. Néanmoins, le pays tient à maintenir le cap dans la protection et de sa couverture forestière. Suivons ce commentaire pour plus de précision. La déforestation est en recul de 17% dans l'archipel indonésien. Ce pays abrite la 8e plus grande superficie forestière du monde. Mais le phénomène est loin d'être enrayé. Le rythme de la déforestation est en baisse dans ce pays de l'Asie de l'Est. Le concept de déforestation zéro défendu à l'international a suscité une certaine résistance de la part du gouvernement indonésien car cela ralentissait le développement économique. En effet, la production de l'huile de palme est l'un des poumons économiques de ce pays et éviter la déforestation engendrerait un ralentissement de cette économie. La production de l'huile de palme est l'un des poumons économiques du pays et éviter la déforestation engendrerait un ralentissement de cette économie. Face à ces enjeux, il semble nécessaire d'améliorer la gouvernance dans la gestion des forêts. Une cogestion avec les acteurs non étatiques est envisagée. Pour la protection efficace des forêts, les acteurs non étatiques sont impliqués également. Dans l'optique d'atteindre la déforestation zéro, une forte volonté politique et une coopération avec les acteurs publics, privés et internationaux est nécessaire. Les opérations de reboisement sont organisées fréquemment pour assurer un équilibre forestier et protéger l'environnement. D'autres pays de l'Asie et du reste du monde doivent s'inscrire dans cette dynamique de maintien de la couverture végétale. L'impact du changement climatique sur les océans ne se résume pas seulement à une hausse des températures et à une acidification des eaux. Parmi les autres conséquences, la diminution de l'oxygène dans l'eau est complètement méconnue du grand public alors que ce phénomène est en train de transformer la vie sous-marine. Les précisions dans ce commentaire d'Alexandra Adekambi. La désoxygénation de l'eau conduit directement certaines espèces à la mort. D'autres survivent mais décident de migrer et quelques-unes arrivent même à prospérer. Cette baisse de l'oxygène n'est pas uniforme dans toutes les mers et océans du monde.
Les tropiques, par contre, se vident progressivement de leurs poissons qui préfèrent migrer vers les zones moins touchées par le phénomène. Il s'agit d'un phénomène physique inévitable en cas de chauffage de l'eau. Plus la température grimpe, plus l'oxygène se dissout. Or, plus les eaux sont chaudes, plus les poissons ont besoin d'oxygène pour que le métabolisme fonctionne normalement, en particulier les espèces de grande taille. La diminution de l'oxygène dans l'eau est donc en train de transformer la biodiversité marine et la répartition des espèces. Les plus grands poissons disparaissent plus facilement et ceux qui résistent ont tendance à migrer vers les eaux plus froides. Les poissons vivant dans les eaux proches de la surface remontent encore plus haut au risque d'être pêchés plus facilement. Les crabes ont également tendance à se déplacer vers les Antarctiques où ils sont plus nombreux. Mais ces migrations ne sont pas sans conséquences car les nouveaux arrivés se nourrissent d'autres espèces endémiques au risque de les anéantir. En France, l'ONG environnementale Greenpeace a appelé ce mardi à ne plus construire ni agrandir des fermes-usines d'élevage dans l'ouest de la France. Elle dénonce un système qui repousse les limites du possible au détriment du bien-être des animaux et de la protection de la planète. Retrouvons Alexandra Adekambi. Sur la base de données du ministère de la Transition écologique, Greenpeace recense dans une cartographie quelques 3000 fermes-usines en France, principalement de volailles et de porcs. Les fermes-usines sont des exploitations devant faire l'objet d'une autorisation des services de l'État en raison de leur impact potentiel. Greenpeace avait publié en 2018 une cartographie semblable avant de la retirer et de présenter ses excuses. Les données fournies à l'époque par le ministère étaient partiellement erronées puisque certaines fermes étaient présentées comme étant soumises à une autorisation alors qu'elles étaient bien en dessous du seuil indiqué pour être ainsi classifiées. L'État n'est toujours pas en mesure de fournir des chiffres précis concernant les ICPE d'élevage, attendez, installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Une situation préoccupante car cela illustre à quel point les moyens en matière d'administration et de contrôle des ICPE sont largement insuffisants par rapport aux enjeux. L'association Greenpeace défend la nécessité de lever des animaux pour l'équilibre de l'agriculture et de la société en général. Outre un moratoire pour les ICPE, Greenpeace plaide pour la fixation des quotas par région afin de réduire la concentration de la production dans l'Ouest. L'ONG Les Amis de la Terre a sensibilisé les élus locaux et les chefs traditionnels de la commune Aguanivé 4 sur les changements climatiques. La rencontre a eu lieu le mercredi dernier à l'hôtel Mirambeau à Lomé. L'objectif de cette sensibilisation est d'amener les autorités locales à la recherche des solutions liées aux problèmes des changements climatiques. Les précisions avec Rafietou Mberekou. Changement climatique, cause et effet. C'est autour de cette thématique que les chefs traditionnels et représentants des élus locaux des communes d'Agoy-Nivé se sont outillés. La formation initiée par l'ONG Les Amis de la Terre Togo entend amener les autorités locales à se soucier des questions de changement climatique qui sont aujourd'hui un grand défi pour tous les États. Il est question d'inciter les différentes communes d'Agoy-Nivé à introduire des solutions réelles liées au climat dans leur plan de développement communal PDC. D'après les responsables du projet, les participants ont pris conscience que ce sont en grande partie les actions humaines qui impactent négativement l'environnement, entraînant le dérèglement climatique et les cataclysmes. Ils sont unanimes qu'il urge de prendre certaines mesures à leur niveau pour éviter que les générations futures subissent les mêmes dégâts. Renforcer la sensibilisation et les formations à tous les niveaux, faire prendre conscience à tous de l'existence du phénomène, ce sont là certaines pistes d'action identifiées. Au niveau des mairies, il est recommandé de prendre des engagements afin de sensibiliser la population sur la nécessité de mettre en œuvre les actions concrètes dans le reboisement. En outre, ils doivent également impliquer les chefs traditionnels dans la sensibilisation. La mise en œuvre de ces recommandations devra mieux prendre
en compte les questions de l'environnement et leur trouver des solutions durables. L'avancée de la mer sur la côte togolaise inquiète les populations car elle cause d'importants dégâts et des pertes en vie humaine. Pour cela, notre équipe de reportage a demandé l'avis des citoyens sur l'érosion côtière et les moyens pour lutter contre ce phénomène. Les avis ont été recueillis au micro d'Irène Pakpadina. Bon, l'érosion côtière, c'est le débordement de la mer sur la plage. Le problème qui se pose actuellement chez nous, des fois, il y a des tremblements qui engendrent des collisions entre les fosses. Donc ça permet la montée de l'eau et puis ça déborde sur les côtes. Selon moi, c'est l'avancée de l'eau sur le bord de la mer. Pour lutter contre l'avancement de la mer, je pense qu'il faut arrêter. Comme souvent, les gens vont ramasser le sable à la plage là, il faut qu'on arrête ça. Selon moi, l'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer sur la plage. Pour lutter contre l'érosion côtière, on doit sensibiliser les habitants et on doit essayer de mettre des pierres au niveau de la plage pour barrer l'avancée de l'eau aussi. L'érosion côtière, c'est la manière dont le sol, la côte de notre pays se dégrade. On doit commencer par planter les arbres au niveau des côtes. On doit commencer par sensibiliser la population concernant ce phénomène. L'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer sur la plage. L'État doit sensibiliser les citoyens en leur disant d'arrêter de puiser le sable de la plage. On doit mettre des briques pour bloquer l'avancée de la mer. On doit aussi contribuer en quelque sorte au nettoyage de la plage parce que en quelque sorte la pollution de la plage, du sable et tout engendre aussi l'érosion. L'érosion côtière, c'est le phénomène d'avancée de la mer sur la côte. On peut dire que déjà avec le rasage du sable et tout sur la côte, ça fait que la mer avance. Et puis bon, on peut aussi dire qu'il y a la pollution et tout, ce qui peut favoriser aussi cette érosion. L'érosion côtière est un fléau qui est en train de menacer actuellement notre côte. C'est l'avancée de la mer vers le centre-ville. Et cette avancée est en train de détruire les habitations et ça risque également d'empêcher la pêche qui est une source de revenus pour certaines populations du pays et également qui constitue la base de l'alimentation d'une partie également de la population. Moi, je pense que l'État doit tout d'abord former la population par rapport au fléau, les sensibiliser par rapport à certains de nos actes que nous posons, par exemple les sables que nous enlevons pour la construction. Ça également, ça donne un coup de pouce à l'érosion côtière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et bonne suite de nos programmes sur Green TV International.